Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2. Au programme aujourd'hui, le débrief de la 11e journée de championnat avec pas mal d'enseignements à tirer, on le verra. Notre invité sera Laurent Perlade, l'entraîneur de Rodez. On évoquera également la crise à Sochaux avec Rémi Farge, journaliste à l'Est républicain. Et puis on terminera bien sûr par notre page Paris avec notre partenaire Winamax et par le traditionnel quiz. Alors pas de trio aujourd'hui puisque Laurent Mazur est absent, mais un duo aussi élégant et efficace que Romario et Bebeto, ou plutôt que Le Bihan et du Gimon, Philippe Dechter et Dorian Wemmel. Salut messieurs. Salut Alex. Salut Alex. Je vois bien Philippe en Le Bihan, un peu pif comme ça dans les défenses. Ah, moi j'étais plus Bebeto pourtant. Tu vois, moi, j'ai la technique de Dugimon. Si je peux mettre une volée pied gauche comme lui, ça me fait plaisir. Et Laurent qui nous fait une petite infidélité en Ligue 1 là, du côté de Lens. Donc voilà, il est parti suivre un peu notre ancien pensionnaire pour prendre quelques nouvelles du RC Lens. Il est attiré par les lumières de la Ligue 1. Ah oui. Messieurs, on va commencer tout de suite ce podcast comme d'habitude par vos faits marquants. Je crois que Dorian, tu voulais nous parler de la prestation guingampèse hier face à Ajaccio. Ouais, et honnêtement, c'est assez rare de ma part. On est plutôt d'habitude pour montrer le côté positif de ce qui se passe en Ligue 2, mais là, j'étais parti pour rien cacher, j'étais parti sur Auxerre de base, comme fait marquant, la superbe victoire d'Auxerre chez le leader. Et honnêtement, le match d'hier soir, de lundi soir entre Guingamp et Ajaccio, vraiment, je me suis mis dans la peau d'un supporter de Guingamp et je me suis dit, oula, si j'étais supporter de Guingamp, je serais vraiment au fond du trou de voir une équipe à ce point apathique. Franchement, il y a une trêve de 15 jours et Guingamp, on a l'impression qu'il y a zéro progrès dans le jeu. C'est-à-dire que c'est un 4-2-4 avec 4 attaquants. On a le sentiment qu'il n'y a aucune connexion entre tous ces joueurs. C'est chacun fait sa petite partition dans son coin. Bon, ça finit par marquer parce que c'est des joueurs de talent. Mais à force de dire sur le papier, Guingamp a une équipe pour jouer la montée. Sur le papier, il y a des joueurs d'expérience, il y a des joueurs qui sont capables de faire des belles choses. Et ben, cette somme d'individualité, elle ne fait pas un collectif en fait. Et pour l'instant, c'est ce qui plombe Guingamp. Et moi, j'ai peur que Guingamp, à force de rester dans cette deuxième partie de tableau, il se retrouve à devoir jouer le maintien parce que mine de rien, on en parlait avant l'émission, il y a un Rodez-Guingamp samedi. Donc s'il y a défaite à Rodez, bah voilà, Guingamp va vraiment commencer à devenir une équipe pour le maintien. Et je suis pas sûr que ce soit un club qui soit programmé pour. Et au-delà des joueurs, j'ai envie tout simplement de vraiment mettre un tacle à Guingamp, mais au sens large. Et j'ai envie que le club se secoue, en fait, tout simplement. Je pense que le club est vraiment malade et a besoin de se faire secouer vraiment parce qu'il y a une espèce d'apathie dans ce club actuellement. J'ai l'impression que ça se contente un peu de ce que ça produit. Ça se regarde beaucoup jouer, en fait, et ça se regarde beaucoup faire. On s'appuie trop sur le passé à Guingamp et quand je vois, voilà, ça part du président, Bertrand Desplat est parti. Alors Fred Legrand, je le connais pas du tout, je pense que c'est quelqu'un de très sympathique, mais il le dit lui-même dans une interview au Télégramme, il le dit, j'étais pas du tout préparé à devenir président. Je pense que ça c'est symptomatique. Il y a eu le départ de Xavier Gravelaine qui était directeur du football. Alors ouais, c'est un titre un peu pompeux, mais aujourd'hui il n'y a plus de directeur sportif, donc c'est acquis, c'est à Fred Legrand de faire ça, mais c'est pas du tout son rôle. Je pense pas qu'il soit adapté. Mais Shabazz Zarevic, il est arrivé il y a à peine 2-3 mois, donc pareil, il n'a pas assez de recul nécessaire. Et puis le recrutement cet été, si on prend les noms, honnêtement pour l'instant il est hyper décevant. Tu prends Larsen, il aura coûté peut-être 6 ou 7 points début de saison. Ntep, il est même plus dans le groupe. Ndembe, il est quasiment jamais dans le groupe où il joue très peu. Il y a que Basilio finalement le gardien pour l'instant qui est très rassurant, qui a été bon contre Ajaccio. Robaille, on attend encore de revoir le vrai Robaille de Valenciennes et de Lens. Pour l'instant il a du mal. Donc voilà, c'est vraiment en fait, à toutes les composantes du club, ça part du président aux joueurs, il y a une énorme remise en question à faire et je comprends vraiment l'agacement des supporters parce que ce qui a été produit contre Ajaccio, c'est vraiment, je vais pas dire honteux parce qu'il y a quand même le deux partout et au moins on va dire qu'ils ont cet esprit de pas lâcher, mais on n'est pas loin d'un petit scandale quand même. Quand on a ce potentiel sur le terrain, on se doit de montrer d'autres choses. C'est noté, Dorian, pour ce petit coup de gueule pour nos amis guingampais. Toi, Philippe, je crois que tu voulais plutôt parler du retournement de situation qu'on a vu ce week-end à Châteauroux. Oui. Juste un mot d'ailleurs pour dire que je suis 100% d'accord avec ce qu'a dit Dorian. On a travaillé sur le match ensemble hier soir et c'est vrai qu'on échangeait beaucoup pendant le match et on se disait que c'était quand même grave. Et ben en plus, ça rejoint un peu ce que disait Dorian sur Guingamp, ce que je veux dire sur Châteauroux, c'est que alors certes, Châteauroux contre Sochaux, c'était loin d'être le match de l'année. Châteauroux a pas fait un match extraordinaire, mais moi, ce qui me plaît
Et dans une moindre mesure, je pourrais aussi ajouter Chambly face à Toulouse, parce que c'est pour parler aussi des matchs classés qui lâchent rien. C'est que ces équipes, elles ont peut-être des joueurs qui sont moins performants, qui sont moins forts sur le papier, mais en tout cas, il y a une volonté collective, il y a une ligne directrice qui est de rien lâcher, de rien lâcher du tout. Et voilà, et à Châteauroux, ce qui s'est passé à la 91e minute, c'est certes inespéré, même si, franchement, pendant le match, pareil, en échangeant, j'ai dit je sens bien qu'à Sochaux, ils vont finir par se faire avoir. Parce que de toute façon, quand tu gagnes 1-0 à l'extérieur comme ça, que tu as des occasions de faire 2-0, que tu ne marques pas, tu n'es jamais à l'abri du retournement. De là à perdre, franchement, en 2 minutes, c'est quand même assez hallucinant. Mais voilà, Gilles Sounou, il a été critiqué, il répond sur le terrain. C'est Goncalves qui n'avait pas marqué, je crois. Il rentre, pareil, il marque un but libérateur. C'est des buts. Alors, le premier but est magnifique, le deuxième but, c'est un peu un cafouillage et tout, mais voilà, on sent la volonté d'aller au bout des choses, de rien lâcher. Je ne sais pas si les joueurs soutiennent à 100% le coach, parce que je ne suis pas dans les petits papiers, j'ai pas toutes les infos à Châteauroux, mais en tout cas, on sent une équipe, on sent une joie collective. Donc, je pense que si les joueurs ne soutenaient pas leur coach, ils ne se seraient pas défoncés comme ça non plus à la fin. Donc, je trouve que c'est plutôt aussi rassurant pour Châteauroux, parce que c'est 3 points, mais c'est plus que 3 points. Ils vont aller jouer chez Caen, qui visiblement a gagné la Coupe du Monde ce week-end. Donc attention au relâchement, les amis Canet, parce que là, vous allez avoir peut-être une mauvaise surprise contre Châteauroux. Mais voilà, moi, ça me plaît. Et donc, je mets Chambly dans le même lot, qui est mené par Toulouse sur sa pelouse, qui a du mal, et qui, en fait, aurait dû gagner le match aussi sur la fin, sur les coups de pied arrêtés. Et voilà, et c'est ce qu'on reproche à Guingamp. Au contraire, on ne peut que s'en féliciter pour ces équipes, parce que les joueurs ont peut-être un peu moins de talent, mais il n'empêche, ça montre que la Ligue 2, quand tu as une volonté collective, quand tu as une ligne directrice, tu peux t'en sortir, et en tout cas, tu lâches rien, et c'est le principal. Donc bravo au Castelroussin, et on leur souhaite de continuer sur la série. Ouais, et on reparlera de Sochaux un petit peu plus tard dans ce podcast. Côté, j'ai eu la chance d'être à Charletti ce week-end pour voir PFC Auxerre, un match que je commentais pour France Bleu Auxerre, que je remercie pour cette opportunité. Je remercie Nicolas Fillon. Pareil, énorme contraste entre deux équipes. Alors, au début du match, j'avoue que je ne voyais pas le PFC perdre contre cette équipe de la GIA. PFC qui était sur 5 victoires consécutives. Et là, ils ont été méconnaissables, défensivement très, très friables. Offensivement, ils n'ont rien créé, c'était le néant. Enfin, ils avaient la possession du ballon, mais ils n'en faisaient absolument rien. Et en conférence d'après-match, René Girard, il contenait sa colère. On voyait que c'était vraiment à fleur de peau. Et il a dit clairement, il avait prévenu ses joueurs de ne pas se relâcher. Il leur avait bien dit dans la semaine et qu'il n'a pas été entendu, mais qu'il allait refaire passer le message. Et je pense que quand René Girard refait passer le message, bon là, tu le comprends beaucoup mieux que la première fois. Si jamais la première fois, tu ne l'as pas compris. D'ailleurs, à la mi-temps, ces joueurs sont revenus 4 minutes avant le début de la deuxième mi-temps. Je pense qu'il a été très concis et très clair. Et puis de l'autre côté, la GIA qui a fait une performance, honnêtement, depuis que je l'ai suivi en Ligue 2, c'est peut-être la première mi-temps, c'est peut-être la meilleure mi-temps que j'ai vue de la GIA depuis que le club est en Ligue 2. Tout était parfait. Le match le plus abouti avec un duo Le Bihan du Gimont devant. Vraiment très efficace. Les deux relayeurs aussi, l'autre duo de relayeurs Saki-Autrey, qui a vraiment mangé le milieu du PFC, qui a mangé puis 3 pas. Enfin, c'était vraiment impressionnant à voir. Et pour une fois, de la solidité défensive, c'est ça que je voulais aussi souligner côté de la GIA, c'est seulement le deuxième clean sheet de la saison. Le premier, c'était contre Chambly. Et vraiment, la GIA qui n'a jamais été mise en danger dans ce match. Pourtant, c'est la meilleure équipe du championnat. Donc, à confirmer contre Valenciennes. Mais s'il y a confirmation contre Valenciennes, notamment de cette solidité retrouvée, je vois la GIA cette fois très haut dans le classement. Ouais, c'est la première saison où on sent vraiment le truc là. Autant les saisons dernières, il y a eu quelques coups, mais ça se confirme jamais dans la durée. Là, on sent vraiment que même Jean-Marc Furlan, il a trouvé son équilibre, il a trouvé ses joueurs. On sent qu'il y a une osmose. Est-ce que toi qui étais à Charletti, est-ce que tu peux nous parler aussi de la pelouse? Parce que nous, en suivant le multiplex à la télé, on avait l'impression qu'il y a eu énormément de glissades et tout. C'était catastrophique. Ouais. Pelouse catastrophique. Dès l'échauffement, j'ai vu, dès qu'il y avait un joueur qui faisait une transversale, il y avait 2 kilos de sable qui sautait. Ah, okay. En fait, c'était du sable. C'était sur longueur pour l'athlétisme, en fait. Exactement. L'impression qu'il jouait sur un stabilisé. Et du coup, il y avait plein de glissades. Et par contre, ça, je pense, un peu avantagé les Auxerrois avec leur petit milieu technique, Saki, Ngando, Autrey, qui du coup se régalaient, ça joue au sol. Et le Bihan a marqué un but en profitant de la glissade. Il anticipait les erreurs des défenseurs. Et c'est comme ça
qu'il a réussi à marquer son 3e but. Et d'ailleurs, j'en profite avant d'accueillir Rémi. Mais il y a Mathias Autrette, il y a un article à retrouver sur ma Ligue 2 qui décrypte un peu la tactique qu'a utilisée la GIA. Il était invité de Téléfoot et franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils ont ciblé Pi 3 pas qui maintenant joue 6 comme premier homme de lancement et ils l'ont étouffé tout le match et ça a vraiment porté ses fruits. C'est hyper intéressant de voir comment la GIA a construit sa victoire et ce qui est préparé en amont, quand ça se traduit comme ça sur le terrain aussi bien, forcément c'est une belle satisfaction. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, on en termine pour ces faits marquants et puis maintenant on va passer à notre interview. Et on reçoit maintenant Laurent Perlade, le coach de Rodez, qui vient d'aller chercher un point avec son équipe sur la pelouse de Valenciennes ce week-end. Bonjour Laurent et merci d'être avec nous pour ce podcast. Merci. Laurent, je le disais, donc votre équipe est allée chercher un point à Valenciennes après avoir été menée au score samedi, un match nul 1 partout. Avec un petit peu de recul, comment vous évaluez la performance de votre équipe contre Valenciennes ? C'était un bon match. Vraiment un bon match. Peut-être notre meilleur mi-temps depuis le début de la saison. Donc, il y avait de la qualité, de la justesse. Il manquait juste de l'efficacité dans la surface. Donc, je suis content que les garçons soient payés de ce qu'ils font, qu'ils arrivent à le mettre en compétition parce que ce qu'ils font ça, ils le font en entraînement. Donc, c'était bien de le valider. Et après, que c'est le niveau minimum qu'on doit avoir pour pouvoir rester en pro la saison prochaine. Parce que des bons matchs, on en a fait, mais on n'a eu aucune constance depuis le début de la saison. Et ce que j'attends, c'est qu'on soit capable de la refaire. Et après le match précédent contre Ajaccio, vous n'aviez pas caché que vous aviez été un petit peu déçu, notamment par peut-être l'état d'esprit. Là, vous avez été rassuré sur ce point-là avec ce point pris à VA. Ce n'est pas forcément l'état d'esprit qui me chagrinait. C'est que c'était sans vie, c'est insipide. Voilà, on s'est fait suer pendant tout un match, quoi. C'était nul. Donc l'idée quand même de jouer, c'est de jouer au foot. On peut rater des choses, mais il faut que ça grouille, il faut que ça court, voilà, on en perdra, on en gagnera, mais au moins il se passe quelque chose. Là, c'était nul. Donc c'était un match de la peur, mais tu avais l'impression qu'il restait que 2 journées derrière. Donc c'est surtout ça qui m'embêtait. Parce que la volonté, on l'avait. J'ai des bons mecs, j'ai des bons gars, donc la volonté on l'a, la qualité on peut l'avoir par moment. Mais c'était surtout voilà, dans la frilosité, c'était dans la justesse technique, c'était pauvre, quoi. Comment vous l'expliquez justement ça? Enfin, vous en avez parlé avec les joueurs, qu'est-ce qu'ils disent sur ce match en l'occurrence? Ben, je pense qu'ils ne s'en sont pas très bien rendus compte du contenu. C'est pour ça qu'on a fait une petite séance vidéo de ball play. Nous, on s'était embêtés pendant un match. Eux, ils se sont embêtés pendant toute une mi-temps. Voilà, au moins, les choses elles sont claires. On peut partir. Ah ouais, c'était aussi nul. Ouais, c'était vraiment nul. C'était vraiment nul. Voilà. Et puis après, on redémarre. On avait du temps pour travailler aussi. Nous, on a un groupe qui a besoin d'avoir un peu de temps pour travailler, pour mettre en place les choses, pour les ancrer. Donc voilà, on en a profité de la trêve internationale, on n'a pas joué parce que ça ne servait à rien. On n'a pas joué pour pouvoir travailler entre nous. Et puis, que les garçons se rendent compte que les lignes vont bouger. Pardon. Voilà, à un moment donné, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on faisait l'an dernier parce que le niveau il est plus élevé que l'an dernier. La division est beaucoup plus difficile cette année que l'an dernier. Et que la zone de confort, il faut qu'on en sorte un petit peu, parce que sinon, on ne sera pas là l'année prochaine. Donc, voilà. Laurent, on dit souvent, je ne sais pas si c'est un cliché ou si c'est la vérité, mais que la deuxième année pour un promu, elle est toujours plus compliquée, parce qu'on ne surfe plus forcément sur cette dynamique de montée. C'est véridique, c'est quelque chose que vous constatez, parce qu'inconsciemment, il y a une sorte de confort qui peut s'installer avec des joueurs qui ont obtenu un maintien déjà. Pas du tout.
Moi, je pense que la troisième année sera dure, la quatrième sera très très dure, et la sixième, peut-être que la sixième sera un petit peu moins dure que les cinq premières. Donc, je pense que c'est surtout, même si c'est de manière inconsciente, ce que je conçois parfaitement, qu'on soit un peu plus confortable. Normal. On a un club qui a fait 25 matchs de Ligue 2, un entraîneur qui a fait 25 matchs de Ligue 2, les joueurs, on a fait 25 matchs de Ligue 2. Donc, normalement, avec 25 matchs, on a tous le niveau de la Ligue 2, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Donc, sinon, ça serait extraordinaire. Donc, il y a ce paramètre-là, qui est pour moi, il faut un peu plus de temps pour y remédier. Je pense que là, on a basculé du bon côté. Les prochains matchs nous le diront. Et puis après, il y a l'audace de casser des choses qui marchent, qui marchaient. Voilà, le terme, c'est plutôt ça. L'audace de casser des choses qui marchaient pour surprendre, pour aller voir autre chose. Alors, ça ne fait pas forcément toujours plaisir à tous les joueurs, mais je pense que c'est obligatoire et nécessaire pour survivre. Je ne sais pas si on peut bien comprendre. Justement, j'allais vous demander une petite précision. Quand vous dites le fait de casser des choses, de faire évoluer les joueurs, c'est aussi parce que vos adversaires vous connaissent mieux et se préparent peut-être aussi mieux à jouer contre Rodez qu'en début de saison dernière où vous étiez promu, justement, ils avaient moins de références. C'est peut-être pour ça aussi? L'an dernier, on n'avait aucune référence. Hein. De toute façon, tout le monde pensait qu'on allait laisser 3 points. Voilà. Grosso modo, entre guillemets, mais c'est un peu vrai aussi quand même. Voilà. Mais non, l'idée, c'est surtout de tenir éveillé tes joueurs et de travailler autre chose. Ça peut marcher, ça ne peut ne pas marcher, mais au moins, tu es sorti d'un peu un ronron, quelque chose de quotidien que tu fais depuis des années. Et l'idée était de surprendre l'adversaire, de surprendre tes joueurs. Alors, ça met du temps à se mettre en route. Voilà. On avait un 3-5-2 qui était rodé, mais les gens le regardent depuis qu'on est en Ligue 2, mais on l'avait mis en place quelques années auparavant. Et au début, c'était compliqué. Et là, c'est un peu pareil. Donc, voilà, il faut que les joueurs puissent adhérer. Il faut que ceux qui étaient bien dans leur cocon en 3-5-2 se rendent compte qu'en 3-4-3, il y a moins de place, soient quand même dans le partage et apprennent à vivre ce qu'ont vécu les autres quand eux jouaient. Et ça, parfois, ça fait un petit peu mal à ton ego. Donc, cette réalité-là, il faut la prendre avec philosophie, il faut la prendre avec partage en fonction de l'âge, il faut être encore plus ancré dans la culture de ton groupe et faire aussi confiance au nouveau pour ouvrir un autre chapitre. Voilà. Moi, je considère qu'il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, qui m'a pris une illusion, une comparaison avec un livre, et c'est tout à fait ça. Le club écrit un livre, un entraîneur écrit des chapitres, des joueurs écrivent des chapitres, et puis des chapitres se ferment, et d'autres gens en écrivent d'autres chapitres. Mais le livre continue de s'écrire, et c'est exactement la période dans laquelle on est. Au quotidien, ça veut dire vous attendez encore plus de remise en question après le maintien de l'année passée. C'est ça qu'il faut pour bien entamer cette deuxième saison. C'est un peu pas effacer la saison dernière, mais voilà, dire ce qu'on a fait de bien la saison dernière, c'est fait. Maintenant, dans cette saison, qu'est-ce qu'on doit chercher à faire évoluer pour obtenir d'encore meilleurs résultats en fait. C'est plutôt ça l'idée. C'est pas forcément une remise en cause, c'est une évolution. Ni une révolution. Parce que oui, j'aimerais bien avoir Guillaume, j'aimerais bien avoir. Voilà. C'est pas. Mais on a une politique sportive, on a une philosophie, on a une façon de fonctionner.
qui est peut-être des fois particulière, entre guillemets, mais qui nous va bien, qui nous permet d'être en pro alors que ce n'était pas forcément quelque chose de programmé. Et c'est ça qui est important de garder. Ça, c'est le socle, c'est impossible de bouger de ça. Après, on doit amener des joueurs, on doit amener des évolutions de structure, des évolutions d'équipe, des évolutions de, comment dire, de club. Mais le chemin, il est tracé. Il ne faut surtout pas s'écarter. Et c'est pour ça que c'est une évolution. Et on ne s'écarte pas de notre chemin. La volonté, c'est de ne pas s'écarter de notre chemin et de faire comprendre aux joueurs qu'on ne s'écartera pas de notre chemin. Et que c'est grâce au processus et grâce à ce chemin-là qu'on en est là. Et que si on ne l'avait pas pris, on ne serait certainement pas en professionnel, quoi. Donc, c'est plutôt ça, le terme. Ne pas s'égarer dans le chemin. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont avec moi depuis un certain temps. Mais tu es la même personne qui a 4 ans. D'accord? Tu es la même personne qui a 4 ans. Je suis la même personne qui a 4 ans. Alors, le joueur, l'entraîneur, il progresse un peu, mais la personne, elle est la même. Et ce que tu faisais à 4 ans, il n'y a pas de raison que tu ne le fasses pas maintenant. Je parle en tant que personne. Je ne parle pas en tant que joueur. Voilà. Et ce n'est pas parce que tu es en pro que ton étiquette de joueur, elle a changé. Non. Ton étiquette d'homme, elle est la même. Elle est la même. Et ça, il faut l'entendre. Et des fois, voilà, on entend un petit peu moins. Ou du moins, on s'écoute un peu moins. Voilà. On n'écoute plus notre partenaire. On prend tout pour soi, en fait. On prend tout pour soi. Alors que ton partenaire, il te dit des choses pour aider ton équipe. Mais tu le prends pour toi. Parce que ouais, je suis un joueur pro, quoi. Oh. Mais non. Si tu le dis, c'est pour ton bien, c'est pour le bien de ton équipe. Quand il le fait de façon respectueuse, et quand ton entraîneur te le dit, ou que ton club te le dit, c'est pour faire progresser ton club et ton équipe. Pas toi, ta personne. Et des fois, je trouve qu'on s'entendait, enfin, on prenait trop les choses pour soi. Et c'est embêtant. Vas-y. Est-ce que le fait que la saison dernière se soit pas vraiment terminée, justement que vous avez donc vous êtes maintenu, mais il reste encore des matchs à jouer, est-ce que dans l'évolution du club de Rodez, ça vous aurait pas facilité un peu la tâche justement que la saison aille à son terme, que vous vous mainteniez sur le terrain comme c'était bien parti, vous auriez peut-être pu commencer à faire évoluer les choses en fin de saison en étant sauvé, etc. Est-ce que vous quelque part ça vous a pas pénalisé aussi? Il y a du bon et du mauvais. D'accord? C'est-à-dire que moi, je pense que ça ne nous a pas pénalisé. Parce que déjà, on s'est maintenu. Hein. Donc, on ne sait pas s'il y a 10 matchs de la fin, on y aurait été. Voilà. Donc, on va la prendre quand même, celle-là. Et puis, après, nous, on est passé de 24 matchs en CFA à 38 matchs en Ligue 2. Donc, si tu veux, la charge de travail, la charge d'entraînement, la charge de match, elle est longue. La saison, elle est sacrément longue. Sacrément longue. Donc, on était dans une très, très bonne dynamique quand ça s'est arrêté. Ça, c'est certain. Mais ça a aussi permis de… on est sur un rythme d'enfer, nous, depuis 3-4 ans. On est sur un rythme… nous, on est une start-up. Hein. On a multiplié nos ressources, notre budget par 100 en 3 ans. On est une start-up. Donc, fatalement, il y a des moments où il faut prendre le temps de se poser. Et le confinement, il a permis ça. Voilà. Il a permis aux joueurs, à l'entraîneur, de se poser un peu, de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire, aux idées, aux principes qu'ils voulaient mettre en place la saison prochaine, enfin maintenant, cette saison. Alors que quand tu es dans la saison, tu ne réfléchis pas à la saison d'après. Tu as déjà terminé celle-là et tu vas trop. Ouais, match d'après déjà. Ouais, non, mais c'est pour ça. Donc, ça a permis de se poser, d'avoir des temps calmes, d'avoir du temps pour regarder les joueurs qu'on aurait voulu prendre, et puis de s'y prendre assez tôt, parce que peut-être qu'il y a des joueurs qui ne seraient pas venus chez nous si on était 5 ou 6 dessus.
ou si on n'avait pas été les premiers. Donc je pense que je pense que c'était, enfin moi personnellement, ça m'a fait du bien. Voilà. Voilà. Moi personnellement, ça m'a fait du bien. De prendre un temps pour moi, d'être en famille, d'avoir du temps pour réfléchir, pour voir des matchs, pour voir ce que tu, voilà. Et comment tu voudrais évoluer en tant qu'équipe, en tant que club. Je trouve que c'était nécessaire. Tu as Et répondu à la question, hein? Très bien. Oui. ouais, super bien. Et coach, pour revenir un peu au terrain cette saison, là vous êtes 18e et vous allez jouer grosse semaine là, Guingamp, Chambly, Amiens, que des équipes de deuxième partie de tableau. Vous sentez votre groupe prêt là avec ce point pris à Valenciennes à rentrer dans cette semaine, j'imagine très importante dans la lutte pour le maintien? Ouais, il aurait été encore plus près avec 3 points, hein, ça c'est Ouais, sûr. c'est sûr. Euh, après, bien sûr que c'est une semaine à 3 matchs, donc il y a beaucoup de points. Mais moi, je regarde surtout ça, quoi. C'est surtout le match de Guingamp qui conditionne un peu tout le reste de la semaine. C'est bête à dire, mais en fonction des points qu'on prendra contre Guingamp, putain, j'adore quand je suis positif comme ça. C'est un truc de ouf. Donc en fonction des points qu'on prendra contre Guingamp, non, je plaisante, hein, mais ça conditionne aussi le reste de la semaine. La dynamique. Moi, je suis plutôt en me disant, gardons soyons dans la continuité du match de Valenciennes, gardons cette dynamique-là, euh, parce que des semaines à 3 matchs, il y en a une fin décembre. Il y a un mois aussi à 7 matchs au mois de janvier. Enfin bon, au mois de février, il y en a un paquet. Donc, faut pas oublier qu'à la trêve, il restera 2 matchs retour encore. Voilà. Donc, oui, c'est important. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de faire un bon match contre Guingamp chez nous. Voilà. De réitérer la performance de Valenciennes. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. On a fait des bons matchs contre Auxerre et après, à Ajaccio, on était mauvais. Donc, on a fait un bon match à Valenciennes. Il faut qu'on soit capable de faire un bon match. Et ensuite, un autre bon match. Et ensuite, un autre bon match. C'est ça qui m'intéresse. Et si on fait ça, ben, des points, on en prendra. Voilà. Dans ce championnat, tu fais 2 matchs, tu es 6e, t'en perds 2, tu es 15e. Enfin, pas loin. Il faut que je revoie le classement, mais c'est pas loin. C'est à Pas peu très, près très loin. ça, ouais. Si, c'est. C'est Pas ça. très, très loin. Mm. Et Donc, justement, prochain match Guingamp qui a joué hier contre Ajaccio, vous avez regardé le match ou allez, ouais. regardé cette équipe? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe de Guingamp qui collectivement est encore pas au point, mais qui a des bonnes individualités? Ben voilà, la réponse est dans la question. Bravo, Alex. Merci. Alors pour être positif, vous avez vu ce qu'a fait Ajaccio, ça a dû vous plaire quelque part. Enfin, si vous faites de la vidéo avec vos joueurs cette semaine, ce qu'ont fait les attaquants d'Ajaccio, notamment au niveau du repli, au niveau du pressing et tout, ça c'est un truc qui est fort à montrer, je pense, à vos joueurs. Ils sont pas bien payés sur le match. Ouais. Ah bah non. Mais c'est le lot des équipes moyennement classées, hein. Nous aussi, on a beaucoup de situations contre Valenciennes. Eux, ils en ont 2, 3 très franches aussi. Mais on a beaucoup de situations contre Valenciennes et c'est le lot des équipes qui, pour inverser les tendances, eh ben, tu vas prendre un but à la 90e, tu vas prendre un penalty à la con. Voilà. Donc, mais ce qu'ils ont fait était intéressant et voilà. Mais c'était plutôt l'idée directrice de ce qu'on veut faire sur ce match-là. Après, ça ne reste qu'un match. Voilà. Quelle équipe, quel moment. Voilà, tu sais très bien que cette équipe-là sera plus haute. Quand est-ce que leur dynamique ou leur collectif se mettra en route? Voilà, s'ils peuvent attendre 1 ou 2 matchs de plus, bah, on va le prendre, hein. Mais que nous, déjà, on soit capable de décider ce qu'on veut faire. Ça m'intéresserait. Qu'on soit capable d'oser, d'agir, d'être dans l'action, de décider quelque chose. Pas entre subir et décider, et je suis un peu entre deux, et je viens à l'arrivée, je fais de la bouillabaisse. Voilà. Qu'on soit capable de prendre des directions, de s'y tenir, puis on verra. On parlait tout à l'heure du 3-5-2 et potentiellement du 3-4-3. Quelles sont les différences d'animation entre ces deux systèmes avec ça reste 3 défenseurs centraux avec 2 pistons sur les côtés, mais du coup, c'est dans ce que vous demandez, quelle est la différence par rapport à la saison dernière?
Ouais, déjà, tu as une personne de plus devant. Ça me paraît tout con, mais voilà. Après, tout dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu veux 3 attaquants axiaux? Est-ce que tu veux 3 attaquants très larges? Après, tout dépend des principes et de comment tu veux l'animer. C'est surtout une organisation défensive. Quels que soient les systèmes, c'est toujours des organisations défensives de toute façon. Après, comment tu l'animes dedans, c'est ça qui est intéressant. Ou comment les hommes bougent dedans, c'est ça qui m'intéresse. Et je trouve qu'on a très bien bougé collectivement contre Valenciennes. Il faut qu'on soit capable de le remettre. Mais après, l'an dernier, on avait. Tu t'assois sur ce que tu connais de bien. Déjà, tu connais pas d'équipe, tu connais pas de stade, tu connais pas la division, personne ne te connaît. Donc, ça, t'es un inconnu, quoi. Donc, au lieu d'aller dans l'inconnu, bah, t'essayes toi déjà de savoir ce que toi tu dois faire. C'est déjà pas mal. Après, voilà, il faut le faire. Moi, je suis un adepte de défense à 3. Je trouve que c'est fantastique. Voilà. Maintenant, oui, j'aimerais bien ressembler à l'Atalanta de Bergame ou au Braga de l'an dernier. Mais voilà, ça ne se fait pas en un jour. Très bien. Alex. Bon, bah écoutez, coach, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'était super intéressant. Merci pour votre disponibilité. Puis on va vous suivre dès samedi donc avec la réception de Guingamp. Merci, coach. À bientôt. Et par contre, si on gagne, je vais pouvoir refaire la semaine prochaine. Par contre, par contre, si on perd, c'est la dernière fois. Je vous le dis. On espère vous revoir. On ne le dit pas au Guingamp, mais on espère vous revoir quand même. À bientôt. Merci, coach. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. On a évoqué en début d'émission la victoire de Châteauroux face à Sochaux et cette victoire Castelroussine, elle plonge les Sochaliens dans la crise, une crise très profonde et qui pourrait provoquer même des changements au sein du club. Pour en parler, on accueille Rémi Farge, journaliste et suiveur assidu du FCSM. Salut Rémi. Salut tout le monde. Bon, on va parler avec toi de la situation sochalienne qui n'est pas reluisante avec une seule victoire sur les 9 derniers matchs et une défaite là, samedi contre Châteauroux rocambolesque. Sochaux menait 1-0 à la 91e et perd 2-1. Qu'est-ce qui cloche en ce moment au FCSM? Il y a beaucoup de choses qui clochent au FCSM en ce moment. En fait, c'est malheureusement pas nouveau. Ça fait je sais pas, plus d'un mois qu'il y a des soucis, notamment défensifs. Et en fait, si tu reprends depuis le début de la saison qui avait été plutôt bon, tu te rends compte que tout ce qui fonctionnait au début n'est plus trop là. Peut-être Weisbeck qui arrive encore à surnager là au milieu, mais finalement, c'est toujours lui qui nous a porté, même sur les premières journées. Et à un moment donné, un joueur ne peut pas faire toute une équipe, toute une saison. Donc, il était normal qu'à un moment donné, ça ne suive plus. Et la défense était hyper solide en début de saison, elle ne l'est plus du tout. Et puis, on a des problèmes offensifs. Malheureusement, la blessure de Kitala, dès le début, on pensait qu'on allait peut-être pouvoir la compenser. On se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et non, c'est toute une accumulation de petites choses qui fonctionnaient les 2 premiers mois de compétition et qui là ne fonctionnent plus. Et donc finalement, cette équipe se retrouve à être en difficulté contre n'importe quel adversaire. Parce que franchement, pour avoir vu le match de samedi contre Châteauroux, il n'y avait vraiment pas grand-chose en face. Et si ces matchs-là, tu n'arrives pas à les gagner, c'est que oui, il y a un gros problème dans cette équipe. Ouais, et ça, c'est qu'on ne reconnaît pas l'équipe qui a débuté la saison avec une victoire à Auxerre et contre 3, avec une solidité incroyable. Toi, tu avais senti venir un peu cette dégringolade possible où tu t'étais dit, là, on est solide cette année et on va jouer le haut du tableau? Franchement, pas du tout, parce que la dernière victoire, c'était Chambly. Et après le match de Chambly, moi, j'étais sorti hyper enthousiaste parce que, alors c'est un match qu'on gagne difficilement, mais c'est un match où on joue pas mal, où tu sens vraiment un état d'esprit au-dessus du lot, une véritable envie d'être conquérant avec un joueur, donc Weisbeck, comme je disais tout à l'heure, qui est au-dessus et qui marche sur la Ligue 2 à ce moment-là. Et donc là, tu te dis, ces matchs-là, les autres, il y a 2 ans, il y a 1 an, on l'aurait perdu. Et là, tu ne perds pas. La pièce, elle tombe à chaque fois du bon côté dans ce match-là. Donc là, tu te dis, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et puis finalement, derrière, il y a Valenciennes avec un match finalement qui n'est pas si mauvais que ça. On peut le gagner 1-0, ce match sans souci. Finalement, on n'en parle que de l'extra sportif à l'issue de ce match. Et à partir de là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc non, je ne l'ai pas vu venir parce que vraiment, au moment de notre dernière victoire, j'étais hyper enthousiaste. Et justement, ce qui me surprenait avec Sochaux, c'est que effectivement, quand on sort du match de Chambly, un 3-2 comme ça, c'est hyper emballant. Et justement, après les matchs, il y a eu le match contre Valenciennes, il y a eu le match à Guingamp. Et après, j'ai l'impression qu'on est dans un schéma hyper restrictif,
où on sent que les joueurs ils s'épanouissent pas énormément offensivement, je parle depuis Chambly en tout cas. C'est ce qui est pointé du doigt aussi, je pense, un peu par les supporters. En tout cas, moi sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vois, c'est que l'équipe elle est peut-être un peu trop défensive, pas assez ambitieuse pour par exemple à Châteauroux aller mettre le 2-0, aller continuer à attaquer, continuer à aller enfoncer cette équipe. Non, on mène 1-0, on se retranche derrière. Est-ce que toi tu as le même ressenti quand tu regardes les matchs de Sochaux? Alors, est-ce que c'est restrictif? Je sais pas, mais en tout cas, DAF, il a toujours fonctionné un peu comme ça. Il s'est toujours appuyé sur une défense solide et ensuite un jeu direct avec des contre-attaques. Et ça fonctionne en début de saison. Et c'est pas la première fois que ça fonctionne en début de saison. Déjà l'année dernière, hein, on avait fait un gros début de saison avant de s'écrouler. Et en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Ouais. Et qu'en fait, une fois que l'adversaire il a compris la façon dont tu jouais et comment contrecarrer tes plans, tu as du mal à te réinventer, à trouver autre chose. Et Châteauroux, c'est un peu ça. Le but qu'on met en première période, c'est un contre super bien joué. Et par contre, à un moment donné, quand le jeu est plus ralenti, qu'il y a moins de rythme, qu'il faut peut-être un peu plus prendre le temps de construire les actions, ça, on ne sait pas faire. Le pire, c'est quand on joue à domicile et qu'on se retrouve face à une équipe qui nous laisse la balle, qui nous laisse construire. C'est un peu ce qui s'est passé contre Niort. Et ben là, il ne se passe rien du tout. J'ai l'impression que tu peux jouer pendant des heures et qu'il ne va rien se passer. Et par contre, en face, dès que ça récupère le ballon, et ben eux, ils contrent. Et puis là, bah, alors là, tu perds toute ta solidité défensive. Donc je pense que le gros problème, en fait, depuis 2 ans avec Omar Daf, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas de plan B. Et il y a aussi peut-être, je sais pas, Rémi, des joueurs qui sous-performent aussi actuellement, ou alors ils ont surperformé cet été, mais il y a aussi un souci de ce côté-là. Ben, tu prends rien que la charnière. Par exemple, Diédiou, il était monstrueux sur le premier mois de compétition et maintenant c'est un joueur moyen. Pogba qui était censé amener justement cette expérience pour gagner ces petits détails, tu te rends compte qu'il ne l'apporte plus non plus. Il n'y a que Weisbeck qui arrive à garder son niveau. C'est le seul qui arrive à rester au-dessus du jeu. Encore l'autre jour, contre Châteauroux, il a fait de temps en temps des débordements où il fait des différences tout seul, mais c'est le seul. Tu as Brian Last qui a fait un bon match contre Châteauroux aussi, mais sinon, oui, il y a des individualités qui sont plus haut niveau. À la récupération, Lopi est dans le dur aussi. Thioune, depuis le match contre Valenciennes, où il s'est retrouvé au cœur de la tempête, c'est pareil, on le voit beaucoup moins. Et donc oui, celui qu'on attend avec impatience, c'est Kabouni. Maintenant, il revient vraiment tout doucement, quoi. Il joue 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. C'est vrai qu'on aurait besoin de lui là tout de suite. En plus, Thioune est suspendu. Et oui, il n'y a plus tellement d'individualité pour porter l'équipe, à part Weisbeck. Et le plus gros point noir, c'est la charnière, vraiment. Parce que Diédiou était vraiment monstrueux sur le premier mois de compète. Et là, c'est devenu un joueur qui fait des erreurs comme tout le monde, quoi. Et Rémi, là, l'après-match contre Châteauroux, Samuel Laurent, le directeur exécutif du club, a tenu des propos assez durs sur les réseaux sociaux. Il a dit que des choses allaient changer et vite. Bon, après, dans l'Est républicain, il a un petit peu tempéré ses propos. Il a dit que ce n'était pas un ultimatum pour Omar Daf. Mais ça y ressemble quand même, non? C'est Samuel Laurent. Voilà. Il réagit à chaud. Et on savait qu'on avait j'allais dire un président. C'est pas un président, c'est le directeur général, mais bon, techniquement, c'est comme un président. On savait qu'il était atypique pour le milieu et ben, on en a une démonstration supplémentaire là, c'est qu'il réagit complètement à chaud et que même lui, 1 heure après avoir posté son message sur Facebook, il s'exprime dans les médias après et c'est déjà plus le même discours. C'est déjà un discours où il arrondit déjà un peu plus les angles. Donc, mais bon, évidemment que c'est un ultimatum. Il dit que c'est pas un ultimatum, que Nanking c'est une famille et qu'on remercie pas les gens comme ça. Ça, c'est des beaux discours. Évidemment que c'est un ultimatum. Il faudrait être aveugle pour pas le penser. Et bien sûr qu'Omar Daf aujourd'hui, son poste est fragilisé. En plus, Omar Daf, même s'il a été prolongé par Nanking, c'est pas le choix de Nanking à la base. Donc oui, il est fragilisé. Maintenant, vu les dernières déclarations, j'ai l'impression qu'ils vont quand même lui laisser un peu de temps. Jusqu'à la trêve. Après, la trêve, elle est encore loin. Il y a 6 matchs. Donc, imaginons qu'on perde le prochain. Après, je crois qu'on va à Paris. Tu vois, ça peut aller vite. Donc, c'est pas un ultimatum, mais bon. Là, moi, je pense que c'en est un. Tu reçois Le Havre, tu vas à Paris. Ouais, tu vas à et Paris, après tu reçois Nancy. Donc, mais Rémi, il y a un truc que je comprends pas, moi, c'est, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. Comment tu peux aussi vite mettre Omar Daf sur un strapontin après lui avoir laissé quasiment carte blanche pour le recrutement cet été? Il y a un truc qui est pas cohérent. Bah oui, bien sûr, il y a un truc qui est pas cohérent, mais est-ce que Omar Daf avait vocation à avoir carte blanche lors du mercato? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est normal que Omar Daf ait eu carte blanche ou est-ce que le vrai sujet, c'est est-ce qu'il y a que Omar Daf qui arrive à faire des transferts aussi? Mais c'est ça, donc du coup, mais
il n'y avait pas déjà de soucis, il n'y avait pas déjà de friture sur la ligne entre l'entraîneur et Samuel Laurent. En fait, c'est les résultats qui ont fait que, mais on se rend compte qu'il y avait déjà des erreurs, enfin, qu'il y avait peut-être eu des erreurs déjà faites cet été quand on a laissé Omar Daf faire ce qu'il voulait. Peut-être qu'on a un directeur sportif qui a pas assez de, comment dire, de réseau, qui arrive pas assez à faire les choses par lui-même et qui a besoin d'Omar Daf. Enfin, il faut pas être débile pour voir que le mercato il porte à 100% la patte d'Omar Daf. Enfin, le nombre de joueurs qui ont une connexion avec Omar Daf dans ce recrutement, c'est évident. C'est tout lui qui a fait de A à Z. Donc aujourd'hui, on a laissé, oui, carte blanche à Omar Daf, mais je suis pas sûr que c'était volontaire. Moi, je pense que c'était autant volontaire que subi, que contraint. Parce qu'il n'y a que lui qui était en mesure d'aller dénicher des joueurs avec les limites fixées, le cadre fixé par Nanking. Mais du coup, on peut espérer que son groupe va réagir positivement à ce qui s'est passé ce week-end et qu'il va faire corps. Moi, je suis convaincu que le groupe est derrière Daf. Par contre, j'en suis convaincu. Et c'est la force de Daf, ça, c'est que c'est le grand frère, autant que le papa, autant que l'entraîneur. Ça, là-dessus, je pense que moi, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que les joueurs sont à 100% derrière lui. Le problème, c'est que les supporters le sont plus. Et quand tu es Omar Daf à Sochaux, avoir autant de supporters contre toi, ça veut dire quelque chose quand même. C'est pas un entraîneur lambda, Omar Daf, c'est une légende du club. Donc, quand ton crédit, confiance arrive à être autant épuisé auprès de ces gens-là, c'est quand même pas anodin, je trouve. Et moi, on parlait d'ultimatum, etc. C'est vrai que ça y ressemble fort. Est-ce que c'est pas aussi plus un ultimatum en termes d'attitude demandée par les joueurs et peut-être un plan de jeu plus offensif, plus ambitieux, plus qu'un ultimatum de points? Parce que là, on a le sentiment vraiment que, parce qu'au final, s'il n'y avait pas eu les 2 buts dans le temps additionnel, Sochaux gagnait 1-0 et voilà, il y avait 3 points de plus et on n'en parlait pas trop alors que le contenu n'était pas forcément bon. Or là, ça a vraiment mis en lumière le fait que le contenu ces dernières semaines, il est vraiment pas au rendez-vous et l'attitude aussi peut-être un peu trop frileuse. Et moi, j'ai le sentiment que Samuel Laurent et Thomas Degnaud, c'est pareil. C'est ça qui les agace plus que les résultats. C'est vraiment ce côté on subit entre guillemets pendant les matchs. Enfin, on accepte de défendre, quoi. Ouais, bah après le problème c'est que est-ce que tu peux demander à un entraîneur de changer complètement sa philosophie juste pour sauver sa peau? Bah moi j'ai Je suis l'impression pas que c'est sûr. ce qu'il demande à. Mais Moi, c'est ce que j'ai lu entre les lignes des discours, c'est ça. C'est en gros, on veut une équipe qui attaque, quitte à perdre des matchs, mais au moins on voilà. prend des risques. Mais aussi parce que je pense que je sais pas si c'est un problème ou si c'est bien, mais peut-être qu'ils écoutent un peu trop, peut-être qu'ils regardent peut-être un peu trop les réseaux sociaux et c'est pas forcément ce qui devrait être fait quand on est aux commandes d'un club. On devrait peut-être prendre un peu plus de recul. Et aujourd'hui, un supporter, évidemment, il veut du spectacle, il veut du foot champagne, il veut des buts. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi se confronter à la réalité. On a eu de la chance d'avoir il y a 2 ans Peter Zeidler qui prônait ce football-là, mais est-ce que pour autant on a fait une grande saison? Au final, on a fait 10e, je crois. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Maintenant, Omar Daf, oui, il a un style de jeu qui est trop restrictif, ça je suis d'accord. Ne pas faire rentrer certains joueurs comme le petit Virginius qui est une pépite, c'est normal que c'est critiquable, évidemment. Faire sortir Brian Lasme à la 60e minute de jeu à Châteauroux à 1-0 alors que c'est le meilleur sur le terrain, c'est critiquable. Maintenant, si dans le bureau on convoque Omar Daf et qu'on lui dit il faut jouer plus offensif, il faut jouer comme ci, il faut jouer comme ça, bah, autant changer d'entraîneur parce que tu vas pas faire déjouer un entraîneur, aller contre ses principes, ça n'a aucun intérêt, autant changer. Ouais, je suis d'accord avec toi sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que quand on regarde le post de Samuel Laurent et les commentaires en dessous, évidemment, tous les commentaires vont contre Omar Daf. Et à un moment, il y a même, je crois, il surenchérit sur un commentaire. Enfin, il nomme jamais directement Daf, mais on sent que ouais, effectivement, les supporters réclament plus de jeux, plus de risques. Et j'ai le sentiment que notamment Samuel Laurent va un peu dans ce sens-là, en mode les supporters sont pas contents, donc je veux montrer qu'on fait bouger des choses, quoi. Ils ont quand même la mémoire un peu courte. Enfin, je veux pas me faire l'avocat d'Omar Daf, mais en début de saison, on a quand même vu des bonnes performances de Sochaux à domicile. Il y a eu au moins 3-4 matchs à domicile qui ont vraiment été convaincants, moi je trouve, sur le plan de jeu offensif. D'ailleurs, on louait même dans le podcast l'aspect football un peu total. Par moment, on voyait des joueurs qui faisaient du dépassement de fonction et tout. À l'inverse, on disait qu'à l'extérieur, notamment le match à Toulouse, s'ils avaient été un peu plus ambitieux, ils auraient dû gagner largement. À Valenciennes aussi. À Valenciennes, pareil. Donc c'est vrai qu'il y a ça. Omar Daf a aussi sauvé Sochaux il y a 2. Enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus tout oublier. Et attention, tu peux mettre Omar Daf de côté, mais tu ramènes qui à la place? Enfin, il y a tout ça. Enfin, même à l'époque, tu parlais de Zeidler, Rémi. Je pense pas que les supporters étaient unanimes derrière Zeidler. Je me rappelle qu'il y en avait beaucoup qui se plaignaient. Ah putain, on prend trop de buts. Ah, on défend mal et tout. Ah, ce serait bien d'être plus solide. À un moment donné, les supporters, ils sont gentils aussi, mais
Bah, de toute façon, tant que t'es pas premier ou deuxième. Non, mais c'est ça, enfin, ça tu va vois, rien. je veux pas Mais c'est pour défendre ça. Omar Daf, mais bon. C'est pour ça que quand je te dis que ce soit Omar Daf et que ce soit à ce point critiqué, c'est pas anodin. Parce que Ouais. les gens, pour le coup, même peuvent avoir la mémoire courte, on n'oublie pas ce qu'il a fait Omar Daf. Le problème, je pense peut-être qu'on s'en rendra un peu plus compte au moment où il partira. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se posera, on prendra un peu plus de recul et les gens diront quand même, il faut le remercier. Il y a 2 ans, quand il est arrivé, il nous a sauvé d'une descente en nationale qui aurait été dramatique et qui aurait sans doute sonné la fin. Donc oui, évidemment. Maintenant, est-ce que parce qu'il a sauvé Ouais. le club il y a 2 ans, on doit tout lui pardonner dans le présent? On ne construit pas l'avenir en fonction du passé, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Maintenant, oui, évidemment, mais les gens ont la mémoire courte, mais ça, c'est pas qu'à Sochaux, c'est le foot, c'est comme ça partout, et malheureusement, ça changera pas demain. Ouais, enfin, Mais Sochaux, c'est un public de connaisseurs quand même. Ça me fait un peu. Tu vois, Sochaux, pour moi, c'est pas n'importe quel public. C'est comme Auxerre. Enfin, tu vois, c'est un public de connaisseurs, mais c'est un public très exigeant en matière de jeu aussi, toujours, c'est vrai. depuis tout le temps. Et donc, une équipe qui ne fait que défendre ou qui attend qu'avoir des occasions en contre pour aller de l'avant, ça dérange aussi. Il faut rappeler Albert Cartier. C'est vrai. Ouais, c'était bien pire quand même, Albert Cartier. C'est pour ça que c'était pas Bien. le football champagne, quoi, c'est Bah sûr. non, ouais. Et Rémi, ouais, Sochaux est 12e là, vous avez 4 points d'avance sur Rodez et provisoirement aussi 4 points de retard sur la 5e place. Toi, tu continues à regarder en haut ou tu te dis là, je vais regarder un petit peu dans le rétro et voir ce que les autres font derrière? Je pense que pour l'instant, il est plus sage de regarder un petit peu derrière. Maintenant, on sait que tout va très très vite. Mais bon, je doute que Sochaux ait l'effectif pour jouer les 5 premières places cette saison. Pour moi, il y a meilleur en Ligue 2. Il y a plus de profondeur dans d'autres équipes, parce que c'est un peu toujours pareil. Si demain, Weisbeck, je sais pas, se pète 3 semaines, qu'est-ce qu'on fait pendant 3 semaines? C'est la seule personne qui aujourd'hui est capable d'amener un peu de jeu dans cette équipe. On est trop dépendant de certaines individualités et aujourd'hui, non, je pense pas qu'on puisse regarder devant. Maintenant, je peux me tromper, mais à mon avis, il est plus prudent de regarder derrière. Et là, Sochaux est 12e. Et en fait, je pense que malheureusement, on est à notre place et qu'on va encore finir une saison 10, 11, 12e sans saveur. Mais bon, L'objectif, c'est un peu le destin de Sochaux depuis la relégation, malheureusement. Ouais. On rappelle quand même, juste pour dans le contexte, que donc, les dirigeants se donnent 3 ans pour remonter en Ligue 1 et cette année, ils visent entre la 5e et la 9e place ou la 10e place. Donc voilà, sur le papier, ils n'ont jamais annoncé la montée dès cette saison, mais c'est vrai que le début de Non, mais saison le problème, c'est que après. si tu veux jouer la montée la saison prochaine, et ça commence maintenant. Exactement. On Et va puis, finir 15e, ouais, c'est sûr. et puis le début de saison, il a apporté des espoirs parce que longtemps Sochaux, ça a été la dernière équipe invaincue. Donc ça a amené un élan, ça a amené une attente. Et voilà, aujourd'hui, finalement, Sochaux est retombé un peu dans le rang. C'est sûr, et on en saura plus déjà à la fin de la semaine prochaine, parce que Sochaux reçoit Le Havre, va au Paris FC et ensuite reçoit Nancy. Donc 3 rencontres très importantes. Merci Rémi en tout cas d'avoir été avec nous pour évoquer la clos, et puis on se retrouve rapidement sur Avec ma Ligue 2. plaisir. Merci beaucoup, Rémi. Salut. Salut les gars. Merci Rémi. Salut. Et on passe tout de suite au Paris avec notre partenaire Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Et Philippe, je te laisse la main pour nous parler de cotes et de paris. Ouais, on a vécu une 11e journée à l'équilibre grâce à notre confiance. Heureusement, on avait dit dans notre podcast avec Dodo que le match sur lequel on avait plus confiance, c'était Guingamp-Ajaccio. Guingamp gagne mi-temps à 1,60. Alors j'avoue que franchement, on n'y croyait plus, mais on a eu un peu de chat sur ce coup-là. Ça efface la chatte qu'on n'a pas eu au contraire ce week-end sur les deux équipes qui marquent pour Pau Grenoble et puis Paris FC Auxerre. C'est les deux seuls matchs où il n'y a pas les deux équipes qui ont marqué, sachant qu'en plus les équipes à l'extérieur ont ouvert le score, donc on était plutôt confiant avec Dorian, et puis finalement mauvais scénario, elles se sont fait surtout Paris, on se dit bon, le leader va réagir, non, ils n'ont jamais réagi. Voilà, donc du coup bon, on limite les frais, c'est pas mal. Là il y a un match ce soir, match en retard, Grenoble-Nancy, donc je vais quand même vous donner les cotes. Alors cote sèche, moi, honnêtement je ne prendrais pas, parce que même si Grenoble part favori, je trouve qu'il y a quand même un risque sur ce genre de match en retard, avec Nancy qui n'a pas joué depuis de nombreux jours. Grenoble est coté à 2, le Nancy à 4,10 et le match nul est à 3,10. Dodo est plutôt chaud sur les buteurs en ce moment, parce qu'hier il m'a donné une double chance buteur, et puis il avait fait un combiné de buteurs samedi qui est passé en perso, donc je lui ai donné les cotes buteurs. Il y a Achille Anani, forcément, qui est la cote la plus basse à 2,70, qui doit être titulaire normalement ce soir. On a JT à 3,15
Et Semedo à 3,80. Je trouve pas mal parce que pareil, il est censé être titu. L'attaquant qui sera titulaire à Nancy, normalement, ce sera Ryan Philippe. Il est à 4,70. Donc c'est assez haut, mais en même temps, c'est pas un joueur qui marque beaucoup de buts. Ouais. Et voilà. Sinon, les doubles chances, en fait, tu as des cotes entre 1,64 pour Anani JT et ça va jusqu'à 1,90 si tu prends par exemple Anani ou je regardais Ravé. Voilà. Donc, Moi, j'allais dire Yorick Ravé, sa cote, elle a combien? Elle a 4,70, 4,30. Ouais, pas mal, je trouve. Moi, perso, sur un match comme ça, je miserais plus sur un Benet ou un Ravé. Ouais. Benet, il vient de marquer là sur penalty. On n'est pas à l'abri qu'il y ait encore, pourquoi pas, un penalty avec un but de Benet qui a une belle patte aussi dans le jeu, qui peut marquer dans le jeu. Et Yorick Ravé, pour moi, s'il est titulaire ce soir, c'est vraiment le genre de joueur qui peut marquer aussi. Voilà, Semedo, j'aime bien, c'est plus un dribbleur. Et JT Anani, le problème, c'est ils jouent toujours l'un ou l'autre. Donc en fait, c'est compliqué parce qu'on sait jamais trop qui sera titulaire en avant. Normalement, ce sera Anani ce soir, mais bon, on verra à 18h. Donc on surveille et puis peut-être qu'on vous donnera. Et Amine Bassi, peut-être à Nancy. Pour moi, ouais, c'est le seul. Il est à 4,80, c'est pas mal. Ouais, ça peut se tenter parce qu'Amine Bassi, ça tire les pénaux. C'est toujours sur le front offensif de Nancy, c'est quand même le mec qui surnage. Donc ouais, Nancy, je dirais soit Bassi, soit Ravé, soit Benet. Et vous voyez quoi plutôt, vous, comme scénario, enfin comme si vous deviez jouer la victoire, le nul, vous auriez... Laurent, tu vois quoi, toi? Grenoble, alors là, mais largement devant. Ah ouais, large. Ouais. Ok. Alex? Pour moi, ils ont une confiance, voilà. Moi, je vois Grenoble sans prendre de but. Ah, c'est pas mal ça aussi. Je crois que la cote était à 3 et quelques. 2-0 Grenoble, assez propre. Ouais. Moi, je me méfie d'un Nancy moi aussi. qui, à l'extérieur, arrive toujours à poser des problèmes. Ils ont gagné au Paris. Ouais, mais ils ont peut-être moins d'absents, mais il y a l'après-Covid. On ne sait pas comment les joueurs vont réagir aussi. Ça marquait déjà pas trop de buts. Alors là, non. Bon, ouais. Grenoble sans prendre de but, c'est 2,70. Je trouve ça presque un peu risqué. À la limite, Grenoble à 2, c'est pas si mal si vous êtes confiant. On va voir les compos. Pourquoi pas? On va peut-être tenter un truc. Non, mais Grenoble à 2, ça reste prenable. Je pense que ça reste. Pour moi, ça reste une belle cote. Ouais. À tenter. On verra ça tout à l'heure. Et puis, on vous rappelle de toute façon que toutes les cotes pour la prochaine journée seront à retrouver sur Ma Ligue 2, toujours avec notre partenaire Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Et on va maintenant conclure ce podcast avec le traditionnel quiz avec une recrue de marque puisque Laurent Masure est arrivé sur le fil pour essayer de remporter ce quiz. Il a entendu Alex dire quiz, là, boum. Il est arrivé tout de suite, il s'est connecté. Et le thème du jour, messieurs, on en a parlé avant, ce sera le FC Sochaux-Montbéliard qui est en Ligue 2 depuis 2014-2015. Alors, je vais vous demander de me citer chacun votre tour un joueur qui a été soit meilleur buteur, soit meilleur passeur de Sochaux depuis qu'ils sont en Ligue 2. Dorian, tu as gagné la semaine dernière. Non, tu as le droit de commencer. Je n'ai pas gagné, moi. J'ai gagné, moi. Moi qui gagnais. Ah, c'est Laurent qui a repris son bien, ouais. Non, Allez, Laurent, vas-y. Tu arrives en retard, mais tu as le droit de commencer. Eh ben, je vais commencer avec le plus simple, Abdoulaye Sané. C'est bon. Quand il y a deux joueurs à égalité, je le précise, les deux sont acceptés, bien sûr. Et... Dorian ou Philippe, qui veut enchaîner? Mais moi, j'ai aucune idée. Je suis complètement. Meilleur buteur ou meilleur passeur? Il y a eu des buteurs avec pas mal avec des bons scores. Même passeurs, d'ailleurs. Ah. Mais là, c'est un petit peu long, là. Et je veux pas dire. Non, Diédiou, il était à Sochaux. Ouais, mais il jouait pas. Ah ouais. Ah, vas-y, zap. Moi, je trouve rien. Franchement, j'ai aucune idée. Saki, pareil, mais il était pas meilleur passeur, je pense. Saki, non. Bah non, il était Allez. pas. J'en ai un autre, je pense, voire deux. Bon. Dorian. Attends, je suis en train de réfléchir à l'effectif avec Peter Zeiler, parce qu'il y en a eu des buts avec Peter Zeiler. Ah ouais, mais même franchement, quand vous allez voir les mains. Ouais, non mais... Ah, les mecs, hein. Les mecs. J'ai quand même deux autres questions. J'ai une espèce de trou là, mais moi pareil, j'ai rien. Vous imaginez, si je n'étais pas là, il n'y aurait pas eu une bonne réponse. J'avais préparé d'autres questions au cas où, mais je me suis dit que je vais jamais avoir besoin d'être utilisé. Bon, est-ce que je peux dire... Allez, Dorian, 5 secondes. Vas-y, je tente Lee Volant l'année passée. Lee Volant, c'est bon, meilleur passeur. Sérieux? Ah ben, il a eu 10 ans là. Johan Tousgar.
Johan Tousgar, c'est pas bon du tout. Allez, j'ai gagné. Non. Dorian, c'est à toi de jouer. Andrea Tima. Ah oui, mais c'est trop tard. Oui, mais attends, il m'enlève un. Dorian, c'est à toi de jouer. Il faut que tu confirmes ta victoire parce que tu as joué une fois de moins. 2014, 2015. Ils avaient qui Sochaux? Il y a des meilleurs passeurs aussi. Hein. Meilleur passeur. Mais j'ai pas un joueur de Sochaux qui me vient en tête. C'est terrible. C'est terrible. Il y avait qui à Sochaux qui était fort? Non, c'est terrible. Franchement, je vais pas avoir. Sinon, j'ai d'autres questions pour vous départager. Franchement, je vais pas en avoir 10. Je sais pas. Non. Là, j'ai pas. Franchement, c'est incroyable. J'ai personne qui me vient. Ouais, j'ai personne. Je vais quand même vous les donner. Voilà. C'est une égalité. Alors, 2014-2015. Ah, mais Florian Martin. Ah ouais. Trop tard. Non. Trop tard. Il est buteur et passeur en plus, lui devait être dans les deux. Ouais. Florian Martin, 2017-2018, il est meilleur buteur, meilleur passeur. Il est meilleur passeur 3 années d'affilée. Florian Martin, c'est évident. 2015 et 2015-2016, le meilleur buteur, c'est Karl Toko Ekambi. Ah ouais, bah oui. Meilleur passeur, il y a aussi Julien Faussurier et Johan Molo et Florian Tardieu. Et meilleur buteur, il y a aussi donc Andrea Tsima, tu l'avais dit Laurent, et Demirovic en 2018-2019. Oh, ah oui, lui. Et on l'a oublié. Exceptionnel. Ah non, mais Florian Martin. Mais bon, Toko Ekambi, Florian Martin, il y avait. Mais j'ai quand même gagné dans l'esprit parce que. Il y aura une question du tout. Pour donner la première réponse. Pour vous départager. Dorian et Laurent, ça va être une question de rapidité pour savoir qui va remporter ce quiz. Là, c'est un duel. Rapidité. Combien de buts Omar Daf a-t-il inscrit avec Sochaux en 220 matchs? 0, c'est bon. Victoire de Dorian. La rapidité. La rapidité, heureusement que c'est pas sûr. 220 matchs, 0 buts, alors qu'il a joué moins de matchs avec Brest, mais il a marqué avec Brest. Donc voilà, Dorian retrouve la victoire sur ce quiz. Bravo Dorian. C'était moche, c'était très très moche. Là, c'était. Félicite pas, monsieur. J'en tire aucune fierté, on dirait l'égalisation de Guingamp contre Ajaccio à la 82. Je pense que Laurent peut avoir des regrets parce qu'il avait il avait Andrea Tsima, il avait. Non mais quand tu tombes face à un Dorian qui pratique le jeu de DAF, tu peux rien faire. Voilà. Je me suis adapté. Il s'est adapté. Pourquoi il a attendu Pourquoi tu dis Johan Tousgar si tu as Andrea Tsima? Parce que j'étais persuadé que Johan Tousgar avait fini meilleur buteur de Sochaux. Voilà, c'est tout. Johan Tousgar, dont on rappelle que le poisson préféré est le requin. On a écouté le podcast de la semaine dernière. Bon, messieurs, on va rester là-dessus. Merci de ce podcast une nouvelle fois très riche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la semaine prochaine. Ce sera un live la semaine prochaine, un avant-multi parce qu'il y a une journée le mardi 1er décembre. Première journée en semaine, les matchs à 19h. Donc mardi, on va faire un live. On fera un live tous ensemble normalement de 18h à 19h. On vous confirmera tout ça sur les réseaux sociaux évidemment. Mais voilà, pour vivre un peu l'avant-multi tous ensemble et au lieu de faire un podcast, on pourra évoquer toute l'actu du championnat avec nos lecteurs, avec tout le monde qui pourra poser ses questions en commentaire en direct. Vous avez remarqué, il y a une extraordinaire communication au sein de la rédaction de Malik 2. Voilà. Franchement, on croit à la LFP, quoi, qui va nous sortir un changement d'horaire à tout moment. J'attendais qu'Alex se trompe pour le reprendre. En plus. Voilà, merci. Bravo. Ça, c'est le bisoutage. Voilà, le chacal aujourd'hui. Bon, en attendant, toute l'actu de la Ligue 2 chargée, parce que là, il y a plein de matchs qui arrivent, est à retrouver sur maligue2.fr. N'oubliez pas, d'ici là, de télécharger la nouvelle appli. Et puis, merci de votre écoute et à bientôt. Merci, Alex. Ciao. Salut.